Eh ben donc, je suis Émilie Sandre, j'écris du théâtre depuis 2007. Ma première création était une pièce qui s'appelait Raccord, qui a été créée à Avignon, qui était sur le thème déjà d'une certaine façon du deuil, puisque c'était une pièce de guerre avec deux femmes survivantes d'un conflit armé. Et ensuite, j'ai écrit une pièce et c'est comme ça que j'ai rencontré Christine Lietto, qui est une de mes comédiennes fétiches, autour de Louise Michel. Elle aussi, une survivante. En fait, c'est un peu un thème récurrent dans ma création, un peu obsessionnel, on dit ça, je crois. Et il y a deux choses qui sont obsessionnelles, c'est la mémoire et la survivance. Et plus récemment, là, puisque je l'ai terminé l'année dernière, L'Escale, qui se joue actuellement au Théâtre du Nord-Ouest. Alors sur cette pièce-là, mon processus de création a été un peu différent parce que j'avais travaillé avec 4 comédiennes d'un certain âge, dont Christine. Enfin bon, elles ne sont pas vieilles, mais enfin quand même, elles commencent déjà à faire partie des comédiens plus âgés. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour elles. Donc là, j'avais en tête les comédiennes pour lesquelles je voulais écrire. Donc là, c'est parti de mon envie d'écrire quelque chose pour elles. Et à partir de là, je me suis dit, bon, alors, tu as 4 comédiennes qui sont toutes les 4 âgées. Qu'est-ce que tu vas créer comme situation où ça fasse sens de les mettre ensemble? Et il se trouve que par ailleurs, ma mère est très âgée, à 85 ans, et j'ai constaté qu'à mesure qu'elle vieillissait, elle était de moins en moins prête à mourir, en fait. Et il se trouve également que j'ai perdu mon frère accidentellement il y a 5 ans. Bref, tout ça m'avait un peu nourri et j'avais envie de réfléchir sur le rapport à la mort quand on a un certain âge. Mais en même temps, pas du tout d'une manière mélodramatique parce que je ne crois pas à la mort, moi, vraiment. Hein. Je crois que c'est juste c'est juste un passage. On pourrait penser que plus on vieillit, plus on accepte l'idée de la mort. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que plus on est jeune, plus c'est facile de mourir. Plus on vieillit, plus c'est difficile. Parce qu'il y a quelque chose dans la jeunesse où finalement la question du temps n'est pas encore intégrée véritablement. Donc on n'a pas le rapport à la mort d'un sentiment de perte. Parce qu'on n'a pas de rapport au temps. Enfin, on en a un, mais on n'est pas dans une logique du temps qui passe, etc. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on a eu du temps, justement. On meurt plus facilement, je crois, jeune. Oui. C'est d'ailleurs ce que confirment ceux qui sont... il se trouve que je viens d'une famille de militaires et par exemple, les instructeurs de l'armée estiment qu'on ne peut plus former un soldat, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose qui est totalement en dehors de la norme humaine, c'est-à-dire de risquer sa vie tout le temps. On ne peut plus le former après 24 ans. Parce que c'est trop tard, il a la conscience du temps. Jusqu'à 25 ans, c'est le maximum. Et ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Aucun guerrier, on ne peut plus former les guerriers au-delà d'un certain âge. Parce que la conscience du temps, c'est aussi la conscience de la mort. D'ailleurs, je pense qu'il y a concernant le suicide, il y a beaucoup plus de jeunes qui se suicident que de personnes âgées. Bon, ça arrive, bien sûr, là, malheureusement. Mais parce que là aussi, il y a quelque chose de plus... pour les mêmes raisons. Il y a un basculement plus rapide. Et une inconscience finalement de la perte. Parce qu'au fond, ce qui fait peur dans la mort, c'est la perte de la vie. Enfin, c'est pas seulement l'après, je crois. Je ne crois pas que c'est seulement l'après. Je ne crois pas que c'est seulement parce qu'on va vers l'inconnu, croyant ou pas croyant. Après, bon, voilà. Je crois vraiment que c'est parce que la perte, le sentiment de perte est important. Plus on a vieilli, plus on a le sentiment de la perte. C'est paradoxal. Parce qu'en fait, on a vécu plus de choses, donc on perd moins, objectivement. Et en même temps, on a plus le sentiment de la perte, assez paradoxalement. La question de la mémoire est vraiment... toutes ces mémoires, voilà. On a tout un tas de mémoires, et tout à coup, la vie, c'est des mémoires. Et je crois le deuil, pour moi, c'est accoucher des morts.
comment dire, c'est-à-dire, enfin, je l'exprime comme ça, et d'ailleurs je l'ai déjà exprimé comme ça dans Raccord, je l'exprimais déjà comme ça, parce qu'en fait, obsessionnellement, je reviens sur ces questions. Peut-être parce que ma vie a été marquée par ça. Et ouais, il y a cette idée que le deuil, c'est ça, accoucher des morts. Mais au sens presque physique du terme, c'est-à-dire trouver une place à l'intérieur de soi, de sa mémoire, de son corps, de ses sens, pour faire vivre le disparu en soi. Pour moi, c'est ça le processus de deuil. Quand on a accouché de son mort, alors on a fait le deuil. Et on peut vivre avec lui. Et ça prend plus ou moins de temps, suivant les individus, suivant leur résistance à accueillir le mort en eux, quoi. Aussi. Parfois, je pense. Et puis suivant aussi la place qu'elle avait le disparu dans sa vie, la part de culpabilité qu'on peut éventuellement avoir, enfin tout un tas de choses. Le sentiment aussi de ne pas avoir vécu... Mon frère est mort par accident, donc par exemple. Et bon, là, l'accident, c'est tellement inattendu, tellement brutal, que c'est difficile d'accoucher de ces morts-là. Parce qu'il faut reconstituer un fil avant de pouvoir l'intégrer. Pour quelqu'un qui est décédé comme mon père à l'issue d'une longue maladie, c'est un peu différent parce que normalement, si on n'est pas dans le déni, on s'est habitué à l'idée de la mort de l'autre. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, mais quand même, il y a un processus en cours, on accompagne ça et le processus de deuil se fait en même temps que la mort elle-même advient, je trouve. Bon, le suicide, c'est de mon point de vue, alors là, ayant maintenant cette troisième expérience, là, c'est le pire. C'est le pire parce que, et même si dans mon expérience, il n'y a pas de culpabilité en ce qui me concerne, ce qui n'est pas le cas, assez souvent, il y a beaucoup de culpabilité autour. Le suicide, c'est particulier. Mais moi, ce n'est pas mon cas, là, dans le cas présent, enfin, dans l'exemple que je vis, mais en même temps, c'est une mort qui est à la fois pas du tout brutale, d'une certaine façon, parce qu'il y a plein de signes avant-coureurs plus ou moins nets, mais quand même qu'on arrive à il faut refaire le fil, quoi. C'est très curieux, on a besoin, dans ce cas-là, mais c'est un peu pareil pour l'accident, je trouve. On a besoin de refaire le fil, de coudre le fil du temps, comme les parcs qui font le fil de la destinée, quoi. On a besoin de remettre ensemble tous les indices. C'est comme une enquête, en fait, pour renouer le fil qui conduit à ça et qui le rend acceptable. Acceptable, oui. Acceptable. Acceptable et vivable après pour vivre avec, mais acceptable. Et ça, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles. Parce que sur les tout petits... sur tous les petits éléments pour reconstruire le fil, il y a aussi des parts de soi, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, qu'on regrette de ne pas avoir faites. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont liées à soi, pas à la personne disparue. Et avec lesquelles, à chaque fois, il faut se confronter et s'interroger sur ça, se déculpabiliser, parce que voilà, la plupart du temps, la culpabilité est très mauvaise. Enfin, ça sert à rien. Enfin, nulle part, ça sert à rien, et puis ça fait aucun sens en général. Et puis il faut sortir aussi de la colère contre celui qui est parti comme ça. C'est peut-être le plus difficile, de ne pas être en colère. Après, dans ce cas-là, chaque suicide, évidemment, les contextes sont différents et tout ça, les histoires sont différentes. Donc après, ça dépend, mais ça, c'est le... Parce qu'il y a dans ce cas-là un sentiment de violence faite à ceux qui restent, plus grande, je dirais, que dans l'accident ou la maladie, où c'est la faute à personne. Alors que là, il y a une décision. À un moment donné, il y a une décision. Et cette décision, elle met le monde extérieur devant un fait accompli avec lequel il est obligé de négocier, quoi. L'écriture. Alors là,
l'écriture, oui. L'écriture. L'art, oui, la création. Ouais. Alors, ça prend du temps, mais je sais que ça travaille et que ça prend une forme, ça va forcément prendre une forme. Alors là, notamment, hein, j'ai un texte que j'ai commencé à écrire au moment de la mort de mon frère, qui est un texte, je ne sais pas trop encore ce que c'est une hybride pour le moment entre le texte de théâtre, le dialogue un peu platonicien, mais c'est un texte plutôt poétique, je dirais, donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça soit du théâtre, vraiment, mais peut-être, je ne sais pas encore, parce que parfois je ne sais pas à quelle forme ça prend. Et en fait, je m'aperçois que ce texte, j'avais du mal à un moment donné à l'avancer, et là, j'ai un deuxième deuil, et je sens que ce deuil-là, en fait, il est complémentaire de l'autre, et que tout ça va faire un texte. Et ce que je ne savais pas au départ, mais bon voilà, ça va faire finalement un texte. Maintenant, le temps qu'il va me falloir pour en faire de l'art, c'est-à-dire que là, je suis encore sur les émotions personnelles et humaines, ça va prendre un certain temps. Mais quand je commence à pouvoir écrire, alors je sais que j'ai accouché de mon mort. Voilà. Là, j'en suis à la phase où je lui fais produire quelque chose, qui pour moi est une œuvre. Voilà. Mais voilà, moi, vraiment, la manière de le vivre, c'est d'en faire de l'œuvre, de l'écriture, parfois de la photo, mais surtout de l'écriture. Surtout de l'écriture. C'est-à-dire arriver à les transformer, à les métamorphoser en quelque chose de vivant qu'est l'œuvre. Et à leur donner aussi une forme d'éternité, entre guillemets, parce que je ne sais pas si mes textes seront éternels, mais en tout cas une forme de... Voilà, ils sont dans autre chose qu'eux-mêmes. Ils sont traversés, ils m'ont les choses, les émotions m'ont traversé et vont prendre une forme qui sera ensuite transmise soit par voie écrite, soit au théâtre, soit à d'autres. Et pour qu'on arrive à ça, il faut que ça soit devenu universel. C'est-à-dire que mon ressenti cesse d'être personnel pour que il puisse devenir universel. Et donc il y a un moment où ça le devient, où c'est du texte qui me dépasse, qui me déborde, qui n'est pas moi complètement. Donc voilà, c'est le moment. Moi, voilà, c'est ma manière à moi de vivre le deuil. Mais j'ai de la chance, j'ai le talent des mots. C'est pas facile. C'est plus facile quand on peut mettre des mots sur les choses. Écrit ou oral, c'est beaucoup plus facile, je crois. Plus difficile, c'est de ne pas avoir les mots pour exprimer les choses. Alors du coup, ça reste à l'intérieur et c'est moins facile. Parce que la parole, c'est très important, je crois, dans le deuil. C'est très important. On a besoin de parler des disparus, on a besoin on a besoin d'en parler, de parler. Voilà. À un moment, cette parole, elle libère quelque chose qui fait qu'on est dans un processus où on peut se reconstruire. Si on ne parle pas, alors le trauma s'ancre et de là peut devenir très source de dépression, enfin de choses très graves en réalité. Et assez paradoxalement, on est dans une société où la parole sur la mort est vraiment une parole taboue, plus que jamais. On ne peut pas parler des morts. Dès qu'on est en deuil, on vous dit mais il faut te faire aider. Alors évidemment, derrière cette formule pudique, il y a le renvoi à un psychologue, etc. Comme si le deuil était une maladie psychologique. Ce n'est pas une maladie psychologique. Comme si les thérapeutes étaient la solution au deuil. Ce qu'ils ne sont pas, Alors, peut-être que je ne dis pas que certaines personnes peuvent être aidées par le fait d'aller faire cette démarche, d'aller voir quelqu'un. Mais en même temps, associer le deuil à nécessairement une dépression ou un début de dépression, c'est absurde. Le deuil, ça n'est pas la dépression, c'est autre chose. Et je crois qu'on est dans un siècle qui confond les deux, qui entretient en tout cas une confusion entre le deuil et la dépression, qui fait qu'on doit presque s'excuser d'être en deuil ou d'avoir une parole sur son deuil. Ça relèverait du local fermé, du thérapeute, tiers évidemment, distant évidemment.
Mais surtout pas des gens qui ont connu la personne ou qui ne l'ont pas connue, mais qui, voilà, qui sont proches de soi et auxquels on a envie d'en parler. On est vraiment je trouve ça, c'est quelque chose qui me frappe. On est vraiment dans une société, dans un monde où parler du deuil qu'on traverse, c'est quelque chose de difficile, difficilement acceptable. Mais en même temps, on est dans une société qui s'imagine immortelle, donc c'est un peu normal, tout est logique, c'est très logique. Mais ça rend, pour les personnes en deuil, les choses très difficiles, je trouve. Parce que du coup, c'est comme si elles étaient... alors c'est bien qu'un forum comme le tien, parce que ça permet sans doute un partage, mais qu'un forum comme ça soit nécessaire, c'est curieux, c'est un trait du temps aussi. Je pense qu'il y a longtemps, avant, on parlait plus volontiers de la mort. Là, j'ai eu envie de relire Deuil et dépression de Freud et de Mélanie Klein, voilà, qui sont deux textes majeurs de la psychanalyse qui s'emploient justement à différencier le deuil et la dépression. J'ai beaucoup écouté Lazarus de David Bowie. Rien à voir, évidemment. Là, je te fais ça en vrac un peu, que je continue d'écouter beaucoup en ce moment. D'abord parce que le texte est bien qu'assez court, me parle beaucoup. Qu'il se trouve que c'est une chanson et un clip que David Bowie a fait juste avant de mourir lui-même. Et qui en fait est un texte qu'il avait écrit bien longtemps à l'avance. Parce qu'il y a aussi parfois chez les artistes une dimension un peu prophétique, même sur eux-mêmes, ou sur les autres, mais bon, sur les situations, et du coup qu'il a repris juste avant sa mort, avec évidemment une coloration qui paraissait étrange, puisque c'était un texte qu'il avait écrit plus de 10 ans à l'avance, 10 ans plus tôt, et tout d'un coup qui devenait d'une actualité pour lui-même terrible. Donc, et le clip est super, et le texte, bon, c'est en anglais évidemment, mais c'est un texte intéressant justement, parce qu'il se place de l'autre côté, en fait. C'est la parole de celui qui est déjà mort à ceux qui sont restés. Je lis beaucoup de littérature, parce que je crois que... Enfin bon, d'abord je suis littéraire, donc voilà, ça m'aide beaucoup. J'ai envie, alors ça peut paraître beaucoup. Là, j'ai lu des choses sur où la question de la mort est centrale. Par exemple, Au revoir là-haut, qui a été le prix Goncourt. Le nom de l'auteur va m'échapper là pour le moment, mais ça va me revenir. Qui a été un prix Goncourt il y a 4 ans, 5 ans, Le Petit, voilà. J'ai envie de lire, là je viens de finir Orlando, de Virginia Woolf, qui raconte, alors c'est un texte du 19e, un peu fantastique, mais où justement qui met en scène un personnage qui ne meurt pas, qui traverse les époques sans mourir, mais en se métamorphosant, qui devient une femme, un grand, un petit, enfin bon, donc qui traverse comme ça. Voilà, donc ça c'est mes lectures en ce moment, donc plutôt des lectures, je dirais, où la mort est mise en question ou traitée d'une manière ou d'une autre. Je fais pas partie de ceux qui traversent les deuils en écoutant des choses gaies, en se divertissant, voilà. Je ne suis pas quelqu'un du divertissement. Je suis quelqu'un au contraire de l'inverse. C'est-à-dire qui s'ancre dans ces questions-là jusqu'à ce que ça... Et au niveau émotionnel? Je me laisse pleurer. Voilà, tout simplement. Je me laisse pleurer. Je me laisse pleurer. Dans les débuts des deuils, comme celui que je suis en train de vivre, je me laisse crier aussi. Puis je parle à l'autre. Je parle à mes morts, moi aussi. Enfin, je parle beaucoup, voilà, je leur parle. C'est ma manière le début de l'intégration dans ma vie. Je vis avec leurs photos aussi. Des images, ou des images qu'ils ont prises. Là, je pense à Daniel
qui était aussi photographe. J'essaye d'intégrer leur histoire aussi, qui n'est pas la mienne, enfin, même si on a une histoire commune. Mais voilà, je crois que je me laisse pleurer. Voilà. Je me laisse pleurer, je me laisse être dans l'émotion quand elle est là. Je la force pas, mais je l'empêche pas. Et j'ai des rituels comme ça, émotionnels, comme... Bon, par exemple, en ce moment, écouter Lazarus, ça me fait systématiquement pleurer. Et ça va peut-être pas durer éternellement, mais peut-être que si, d'ailleurs. Il y a des choses qui me font systématiquement pleurer depuis, voilà. Et c'est bien, voilà, c'est bien. Parce que parfois, forcément, on vit, on travaille, tout ça, et du coup, les émotions, c'est pas qu'elles cessent d'être là, mais comme elles ne trouvent pas à s'exprimer dans la journée, il y a des moments, ça crée des angoisses. Alors là, je me mets Lazarus, comme ça je pleure un bon coup. Ça fait descendre l'angoisse. C'est peut-être idiot, mais c'est mes rituels à moi. Voilà. Alors ça dépend un peu des gens, j'imagine, mais il y a toujours ce moment quand la personne disparaît où on doit trier des choses, etc. Et les vêtements, par exemple. Bon, moi, personnellement, je lave sur le deuil que je suis en train de vivre, et comme dans les deuils précédents aussi, je garde des vêtements avec l'odeur. Alors, l'odeur disparaît au bout d'un certain temps, bien sûr, mais dans un premier temps, c'est très important, je trouve. Il y a une espèce de présence comme ça, sensible, à défaut de... qui est importante à sauvegarder. On a l'air un peu fada, mais c'est pas grave. Mais il faut, enfin, je pense qu'il faut se foutre complètement d'être fada. Voilà, il faut faire ce qu'on sent, soi. Ça peut aussi être des périodes où on a des excès. Enfin, moi, par exemple, c'est des périodes où j'ai des excès. Je bois un peu plus de vin que d'habitude, je fume plus que d'habitude. Mais pour moi, c'est mieux que les antidépresseurs. Parce que c'est encore voilà, c'est de la vie, c'est quelque chose qui est lié à l'émotion aussi. Voilà. Puis parfois, ça aide à traverser les moments. Voilà. Après, bon, ça s'en va tout seul, c'est-à-dire que ça se régule tout à fait normalement. Mais je pense qu'il ne faut pas il n'y a pas de loi, quoi. Et il ne faut surtout rien s'interdire. Y compris les choses qui vous donnent l'impression que de faire un truc complètement débile. Mais en fait, chacun là, voilà, a ses propres voies. Bon, moi, là, je me promène avec j'ai découpé des petites photos de Daniel que je tromble avec moi en permanence. J'ouvre mon portefeuille, je le vois, ça me fait plaisir. Il est là tout le temps maintenant. Peut-être qu'il va rester là, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, pour le moment, j'en ai besoin. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont difficiles. Enfin, là, j'en parle parce que je me sens tranquille d'en parler. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en deuil qui ont honte, ou du moins qui assument pas, ou qui ont l'impression de faire des choses complètement au bord de la folie, alors qu'en fait, c'est pas de la folie, c'est juste le deuil. Et chacun a sa manière. Et il faut l'accepter, quoi. Plus on réprime, plus le deuil est difficile, je crois. Plus le deuil est difficile. Je ne sais pas si c'est un conseil d'écriture, mais en tout cas, je pense que là aussi, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais je pense qu'il y a trouvé un moyen d'exprimer sans forcément objectif artistique quelconque, mais exprimer en temps réel les émotions et certaines choses, c'est important. Alors ça peut être l'écriture au fil de la plume, sans se préoccuper de savoir si c'est lisible, pas lisible, on s'en fout. Ça peut être d'autres formes, parce qu'il y a des gens qui spontanément, ça va plutôt être du dessin, par exemple gribouiller, jouer avec des couleurs. Mais je pense que c'est important de trouver quelque chose pour exprimer les choses, pour les exprimer en temps réel. C'est-à-dire quand on les sent, il y a les rituels émotionnels dont je parlais tout à l'heure, mais en même temps, parfois ça ne suffit pas. Et il y a
on a envie de dire, on a envie de... Et c'est une manière de mettre à distance ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est très productif parce que ça permet de voir, je crois, ça permet ne serait-ce que de mettre cette distance, justement. C'est-à-dire que les mots, même si c'est pas une question de savoir écrire là du tout, mais c'est une fois qu'on voit les mots sur la page, on s'en libère aussi d'une certaine façon. De même que si on dessine, même si on ne sait pas dessiner, on s'en fout, ça libère. Et je pense que c'est important, surtout, je pense dans les premiers temps. Je crois que c'est peut-être quelque chose à suggérer dans les premiers temps. D'avoir comme ça trouvé des médiums d'expression, soit par écrit, soit par le dessin, soit par la musique. Pour certains, peut-être ça peut être une manière, parce qu'il y a ce qu'on écoute, ce qu'on lit peut apporter, mais il y a aussi une part qu'on a envie de... Et on n'a pas toujours des gens, même si pour exprimer en temps réel, c'est ça que je veux dire. Et là, il faut avoir, je crois, un support pour dire en temps réel, que ça sorte en temps réel. Le dessin, moi, je ne sais pas dessiner, mais assez paradoxalement, au tout début du deuil que je suis en train de vivre, j'ai eu envie de dessiner. C'est bizarre. Alors je ne sais pas du tout dessiner, donc j'ai fait des gribouillis en fait, mais je ne me suis pas interdit de le faire. Peut-être parce que justement je suis un écrivain, donc du coup pour moi les mots quand ils sortent déjà il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création, j'ai du mal à écrire normalement, si vous voulez. Du coup, le dessin, c'était plus immédiat, c'était moins contrôlé. Je pense que c'est pour ça que l'idée de dessiner m'est venue d'abord, avant que... peut-être que pour d'autres gens, c'est l'inverse, par exemple. Vous voyez. Il y a peut-être, pour les peintres, peut-être qu'ils vont se mettre à écrire, justement, par exemple. Précisément parce que la peinture, c'est leur art, donc ils en feront quelque chose, mais plus tard. Sur l'instant, utiliser son propre art, c'est pas facile non plus, parce qu'on s'est déjà trop codifié. Enfin, pas codifié, mais on n'a pas le rapport à l'écriture quand on est écrivain ou à la peinture quand on est peintre complètement spontané. Vous voyez ? Tu vois, donc du coup, il faut trouver. Et je crois que même si on n'est pas du tout un artiste, ça fait du bien d'avoir ça. De trouver un moyen comme ça. Ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être... Là aussi, il faut se sentir libre de faire... Ça peut être des choses avec de la couture, enfin, tout est possible. Mais quelque chose qui donne l'impression qu'on exprime ça. C'est-à-dire cette émotion-là, la violence de cette émotion-là qui est celle du deuil. Qu'on l'exprime d'une manière ou d'une autre. Qu'elle rentre dans le réel, en fait. En dehors de soi. D'une manière ou d'une autre. Prend une forme concrète. Et ça peut être ça peut être aussi faire des plantations dans un jardin ou sur des... Ça peut aussi passer parfois, je pense, par son propre corps. Autrefois, dans la Grèce antique, les femmes coupaient leurs cheveux, mais alors on a l'impression que c'est en signe de deuil, mais en fait, il y a l'idée du temps du deuil, justement, le temps de la repousse. Et parfois, ça peut faire du bien, je crois. Les couper les cheveux, parce que depuis l'Antiquité, c'est comme ça, et puis dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Mais bon, ça aussi, si on en a envie, il faut le faire. On s'en fout de ce que les gens pensent. Bon, aller chez le coiffeur, c'est bien, hein, c'est mieux quand même que de le faire soi-même. Mais on peut avoir des envies comme ça, et je crois que c'est normal. De toucher des choses de son propre corps, ou de changer des choses. De se mettre en noir, par exemple, aussi. Alors qu'on met, par exemple, quand on porte jamais de noir. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'en porte beaucoup, mais bon, il y a eu toute la première période, là, suivant le deuil de Daniel, où je n'avais pas envie de couleur. Du tout. J'avais envie d'être en noir, voilà.
Et puis la couleur est revenue. Et quand la couleur est revenue, c'était le rouge. Donc une couleur très vive. Ça aussi, c'est important, les couleurs, les vêtements, les choses comme ça. Je pense que ça participe de ce travail d'accouchement des morts dont je parlais. On peut avoir des moments dans le deuil où il faut qu'on touche à quelque chose, qu'on ait l'impression que sa vie a changé d'une manière expressive. Et les couleurs de vêtements, les choses comme ça peut être une forme que ça peut prendre. Ça aussi, c'est très normal, je crois. Couper les cheveux, voilà. Couper les ongles, enfin, toutes ces choses qui touchent au corps et qui marquent quelque chose qui est un passage. Le fait de porter le deuil quand c'était une institution et qu'on n'avait pas le choix, c'était l'horreur, hein, parce qu'on n'avait pas forcément envie d'adopter ça. C'est-à-dire que c'est très individuel, le deuil. Mais en même temps, comme tu le dis, ne pas s'autoriser à se mettre en noir si on en a envie aujourd'hui, c'est aussi aberrant que quand on l'imposait à tout le monde sans distinction. Voilà, et puis bon, moi je pense noir parce que sans doute je suis d'une culture judéo-chrétienne, sans doute dans d'autres cultures on va penser blanc, on va penser d'autres couleurs. Parce que on associe voilà, les couleurs, après, on peut les associer à la mort. Chacun aussi peut avoir sa couleur morbide. C'est pas forcément le blanc et le noir, mais lié à la mort. Mais en tout cas, je crois que ça, c'est important de porter sur soi, et pas seulement comme signe pour l'extérieur, c'est aussi un signe qu'on se fait à soi-même, quoi. Et c'est vrai que c'est pas si facile d'assumer ça, de se mettre tout en noir pendant une certaine période. C'est curieux, c'est paradoxal, parce que comme tu le disais, avant, on l'imposait. Maintenant, c'est tout juste, il ne faut pas s'excuser. C'est ça, hein. Finalement, le monde moderne isole beaucoup les gens en deuil. Parce qu'il n'y a plus de ritualisation sociale du deuil. Et du coup, outre la course à l'immortalité généralisée et du coup la mort devenant tabou, il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de rituels collectifs. Et que quand même, les rituels collectifs aident beaucoup. Malgré tout. Alors bien sûr, il y a la part de contrainte qui est désagréable, qui pouvait l'être, mais en même temps, on ne se sentait pas tout seul. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué, ces rituels collectifs. C'est pas si facile d'assumer certaines choses, quoi. Se couper les cheveux, se mettre tout en noir, ou que sais-je. Parler aux morts. Voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de faire et que personne n'accueille vraiment avec bienveillance autour, finalement. Ou en tout cas, suffisamment pour qu'on se sente autorisé, si on n'a pas une certaine personnalité, de le faire, quoi qu'il en soit. Et pourtant, il faut le faire. Voilà, il faut vraiment le faire. Si on le sent, il faut le faire. Et puis surtout, moquez-vous du regard des autres, trop prompt à condamner, à sortir photos, c'est morbide, etc. Ça ne les regarde pas. Apprenez à dire, ça ne te regarde pas. Ou ça ne vous regarde pas. Il faut se protéger là-dedans aussi, par rapport aux incursions de ce type, c'est-à-dire qui tendent à nier les rituels ou les processus qu'on met en œuvre pour y arriver. Il faut apprendre à dire, mais ça ne te regarde pas. Non, mais je crois que c'est important, ça, parce que la résistance à l'incursion des autres, y compris critique, ou voilà, c'est pas le plus facile, je crois, en réalité. C'est même probablement le plus difficile. Parce qu'il y a assumer ce qu'on a envie de faire, et puis une fois ensuite, il y a assumer le regard des autres. Et pouvoir dire non, je n'irai pas voir un psychologue, je suis en deuil, tout va très bien, je te remercie, de certains points de vue, tout va très bien. Oui, je pleure, et alors? Ça me paraît normal. Mais c'est pas le plus facile, je crois, ça. Parce que même les gens avec les meilleures intentions du monde, hein, bon, sont pas avides de conseils. Ils ne se plaignent pas les conseils, mais c'est des conseils souvent qui tombent totalement à côté, quoi.
voire qui sont un peu brimants hein, pour la personne et qui a envie de telle ou telle chose. Parce qu'ils sont décalés, parce que le vécu... Parce que peut-être le vécu du deuil, non plus, ça ne se partage pas vraiment. On meurt seul, mais on fait son deuil seul aussi. Et même quand on est plusieurs personnes dans une famille à faire le deuil, ça sera autant de manières, je crois, de le faire. Et parfois tellement disparates qu'on n'aura pas l'impression qu'on fait la même chose, mais pourtant on fera la même chose. Le frère de Daniel, l'un de ses frères, lui, qui est danseur professionnel, immédiatement quasiment, il a eu besoin d'aller danser sur ses émotions. Alors vu de l'extérieur, ça pouvait donner l'impression qu'il n'était pas du tout dans l'émotion, mais pas du tout, c'était l'inverse. C'était l'inverse exactement. Donc voilà, il n'y a pas de loi là. Non, il n'y a pas de loi. Voilà, c'était ma rencontre avec Émilie Sand. J'espère que ça vous a plu, que le format n'était pas trop long. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo votre ressenti. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos messages et puis surtout ça m'encouragera à vous partager d'autres rencontres de ce type. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pièce L'Escale dont Émilie est réalisatrice, je vous invite à regarder une seconde vidéo que je vais mettre en ligne qui devra apparaître là ou là. Dans cette vidéo, Émilie nous parle un peu plus de la pièce et des personnages. Pour ma part, je serai à la représentation du 4 juin. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous y rencontrer et puis d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, surtout, prenez soin de vous.